Bonjour, bienvenue au cours 5 sur les méthodes qualitatives. Donc aujourd'hui, nous allons voir les méthodes de mesure qualitative, nous allons voir les types de recherche qualitative et puis nous allons revoir aussi les techniques d'analyse qualitative. Donc, l'une des, l'une des préconceptions que plusieurs étudiantes et plusieurs étudiants ont, c'est que il y en a une qui est meilleure que l'autre. Que les mesures qualitatives sont meilleures que les mesures quantitatives ou que les mesures quantitatives sont meilleures que les mesures qualitatives. Euh, on- Historiquement, il y a eu deux groupes assez distincts. Et puis, soit on faisait partie du champ ou du groupe qualitatif, ou soit qu'on faisait partie du groupe quantitatif. Ce que j'aimerais faire à travers ce cours, c'est de démystifier le fait que ces différences de groupes on veut les éliminer. Et puis, c'est plus vraiment le cas dans les recherches qu'on mène aujourd'hui parce que il faut réaliser avant tout que pour mettre une vis dans un mur, on n'utilise pas un marteau. On utilise un tournevis. Alors, on doit utiliser le bon outil pour faire le bon travail. Alors, les mesures quantitatives servent à un travail, et puis les mesures et puis les recherches qualitatives servent à un autre travail. Donc, l'important, c'est de réaliser qu'on doit utiliser le bon outil de travail ou le bon outil pour faire le travail qu'on souhaite faire. D'où l'importance de prévoir un peu c'est quoi nos objectifs de recherche, c'est quoi le but de nos recherches, c'est quoi nos hypothèses ou nos questions pour arriver à comment arriver puis comment mieux répondre à notre question de recherche. Donc, quels sont les avantages de la recherche qualitative? Quels sont les avantages de la recherche quantitative? Quels sont les désavantages des deux? Comme j'ai mentionné au début, c'est différent et puis ils servent à deux différentes fins. Donc, on doit d'abord et avant tout réaliser les avantages, la raison pour laquelle on utiliserait un type de recherche dans l'autre. Dans le cours précédent, j'ai parlé des mesures quantitatives uniquement je les ai décrites par rapport à c'est quoi, puis comment est-ce qu'ils fonctionnent, parce qu'ils sont probablement parmi les plus populaires en recherche en général. En psychologie, on a beaucoup de recherches qualitatives et beaucoup de recherches quantitatives. Donc, une des choses que je veux aussi répéter, c'est qu'il faut éviter de se dire oh, ben, moi, je suis un chercheur qualitatif. Moi, tout ce que je fais, c'est de la recherche qualitative parce que c'est ça. Euh, la nouvelle génération de chercheurs ont dans leur coffre à outils des outils qualitatifs et des outils quantitatifs. C'est clair qu'on peut devenir plus compétente dans un domaine ou avec un outil ou l'autre, mais on doit réaliser que il faut avoir des connaissances de base au moins et des connaissances semi-approfondies dans les deux types pour mener à bon plusieurs recherches. Alors, toute chercheuse renommées internationales ont des compétences dans les deux sacs d'outils, disons. Donc, qu'est-ce que cette méthode qualitative? Il ne suffit de dire que la recherche qualitative est toute recherche produisant. Il ne suffit pas de dire que la recherche qualitative est toute recherche produisant des résultats qui ne sont pas issus de la quantification. C'est-à-dire que le mythe, c'est que puisqu'il n'y a pas de chiffres, c'est donc une méthode qui est qualitative. Alors, l'absence de chiffres ou l'absence de quantification symbolise ou signifie que s'il n'y a pas de quantification, ça veut nécessairement dire que c'est le qualitatif. Euh, c'est vrai qu'en général, les mesures qualitatives ont peu de quantification, mais on peut quantifier. On peut avoir des chiffres, on peut compter certaines choses, on peut numériser, ou pas numériser, mais on peut numéroter ou on peut quantifier des aspects de la mesure quantitative, des aspects de la mesure qualitative. Euh, alors, la mesure qualitative est vraiment, c'est plus que le simple inverse de la méthode quantitative. Un exemple, c'est, disons que je m'intéresse aux valeurs, les valeurs des adolescents. Alors, une première option pourrait être de modifier l'échelle des valeurs des adultes, puis dire, ben, regarde, voici une échelle à 10 énoncés qui quantifie
le type de valeur des adultes. Je vais modifier les énoncés pour les adapter ou pour l'adapter à une mesure pour les adolescents. Alors, ça serait un exemple de mesure quantitative. Ou l'autre mesure ou l'alternative, ce serait de dire, au lieu d'assumer au lieu d'assumer que les ados ont des valeurs semblables aux adultes, je vais commencer avec la page blanche ou avec du début, puis je vais simplement aller poser les questions, je vais interviewer, je vais poser des questions ou une question simple aux adolescents, quelles sont vos valeurs? Alors, l'objectif des deux est assez différent parce que du début, si on adapte l'échelle des adultes envers les ados, c'est parce qu'on a une présomption que les ados partagent plusieurs des valeurs des adultes et puis que j'ai déjà une bonne idée de ce que les ados les valeurs des ados. Alors, j'ai déjà peut-être une bonne idée, alors j'intègre ces idées dans mon questionnaire. C'est beaucoup plus restrictif parce que on ne va pas demander une question ouverte par rapport à quelles sont vos valeurs. Alors, les énoncés dans l'échelle sont limités à mes idées ou les idées que j'ai recueillies par rapport aux idées. L'autre question est beaucoup plus ouverte, risque d'être beaucoup plus descriptive, puisque si je pose la question « Quelles sont vos valeurs » à 50 ados, je vais risquer d'avoir peut-être 45 différentes questions ou réponses. C'est-à-dire que c'est clair qu'il va y avoir des recoupements, il va y avoir des choses qui vont être très, très semblables entre plusieurs ados, mais à travers de mes 50 entrevues, je vais probablement avoir quelque chose de nouveau dans chacune des nouvelles entrevues, jusqu'à un point où je vais arriver au 47e ado, puis je vais rencontrer toutes les mêmes histoires que j'ai déjà entendues. Alors, avec 50 entrevues, je vais avoir exploré la variabilité puis la variété des valeurs des ados. Donc, la conception, l'idée de base des mesures qualitatives, c'est dans l'optique de la compréhension. Alors que les valeurs ou les mesures quantitatives sont davantage vers la confirmation des observations, la raison pourquoi on sort notre outil de mesure qualitative, c'est pour aller comprendre, puis aller ouvrir, on ne veut pas se limiter à certaines choses. Alors, on veut vraiment aller comprendre, puis essayer de découvrir un peu l'étendue du phénomène. On aborde d'abord le sujet de manière généralement ouverte et large, c'est-à-dire qu'on approche le sujet, puis on aborde le sujet de manière à ce que se dire, on a peut-être nos idées nous-mêmes, mais on est ouverte à toutes les autres idées qui pourraient exister. La cueillette des données ou la cueillette des données se fait sans nécessairement quantifier les objets ou ce qu'on cherche. Alors, on peut les quantifier, comme on va voir un peu plus tard, mais l'objectif n'est pas de quantifier. L'objectif est vraiment de comprendre ce qui se passe et puis d'accumuler les informations. Et puis, le type d'analyse qu'on va mener sur les données qualitatives vont être des analyses qualitatives. On va parler aussi des différents types d'analyses. Les résultats sont tant des nouvelles théories, tant des récits. Des fois, normalement, on ne cherche pas nécessairement à démontrer quelque chose parce que l'optique des mesures qualitatives, c'est d'essayer de comprendre. Alors, on ne tente pas nécessairement de démontrer un phénomène tel qu'on le fait en quantitatif, mais l'optique qualitative est davantage pour de compréhension. Et puis, on ne cherche pas nécessairement à arriver à une conclusion pour dire « Ah, tu vois, mon idée, je l'ai confirmée. » C'est davantage vers, tu vois, j'ai appris plus de choses sur les valeurs des adolescents. Il y a plusieurs mythes qui entourent les méthodes quantitatives et qualitatives. Alors d'abord, le premier mythe, c'est la méthode qualitative est un complément de la méthode quantitative. Alors, c'est-à-dire que la recherche qualitative n'est utile qu'à la création d'hypothèses. Alors, c'est faux. C'est-à-dire que, encore là, on peut les utiliser en parallèle, c'est-à-dire que si j'ai aucune idée des valeurs des adolescents, je peux d'abord
faire une étude qualitative pour comprendre l'étendue puis les différents thèmes des valeurs. Après que j'ai découvert les thèmes des valeurs, l'étendue des valeurs, là, je pourrais peut-être arriver puis faire une échelle quantitative qui confirme auprès d'un plus grand nombre de groupes. Mais l'objectif de la compréhension est très différent de la confirmation. La recherche qualitative est inductive alors que la recherche quantitative est déductive. C'est faux. Les deux peuvent être inductives et déductives. Les deux vont des deux côtés. La méthode quantitative est aussi exploratoire. Alors, on peut... il y a beaucoup de recherche quantitative qui est exploratoire. On cherche autant d'explorer que de confirmer dans la recherche quantitative. Alors que la méthode qualitative est déductive, mais c'est pas encore là, c'est pas vrai. On peut commencer avec une idée, puis on peut arriver à l'exploration de cette idée. Un troisième mythe, c'est la recherche qualitative est simplement la recherche sans chiffres. Alors, j'ai mentionné ça un peu au tout début. Comment est-ce que s'il n'y a pas de chiffres, donc ça les catégorise comme qualitatif. C'est pas nécessairement vrai. En lien avec ce mythe-là, certaines personnes pensent que la méthode qualitative ne mesure pas. Encore là, c'est pas vrai. C'est que l'optique est différente, c'est un différent outil pour différentes raisons. Et puis encore là, il y a certaines personnes qui pensent que la méthode qualitative n'utilise pas d'inférence statistique. Encore là, c'est pas nécessairement la vérité. Alors, juste parce qu'il n'y a pas de chiffres, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne mesure pas puis qu'il n'y a pas d'inférence, c'est qu'on l'utilise différemment, puis les analyses sont utilisées différemment pour des différentes fins. La recherche qualitative est beaucoup plus que l'absence de chiffres, c'est l'interrogation de la subjectivité ancrée dans un contexte. Alors, le grand avantage des méthodes qualitatives, c'est qu'on peut beaucoup mieux comprendre, on peut mieux comprendre le contexte dans lequel se trouve le phénomène, ou mieux comprendre l'interaction entre l'individu et son contexte, ou l'interaction entre les individus. Pourquoi? Parce que notre perspective est beaucoup plus ouverte et puis on cherche à comprendre versus cibler quelque chose de très spécifique. On peut se poser la grande question que la technique des méthodes qualitatives cherche à répondre, c'est on cherche vraiment on se penche surtout sur le comment. Alors, comment ou quelles sont les valeurs des ados? Comment fonctionnent les valeurs des adolescents? Alors, c'est encore là dans cette perspective de compréhension pour voir comment fonctionne, comment est-ce que les actions sont exprimées, comment est-ce que les pensées sont exprimées. Donc, la méthode qualitative demande comment les actions, les pensées des individus sont constituées par le flux continu de la vie sociale et culturelle. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus à la recherche de compréhension des interactions de plusieurs phénomènes simultanés et puis comment ces phénomènes interagissent ou s'influencent l'un l'autre. Le langage, le verbal, la réflexion est souvent, alors les pensées sont souvent l'unité de mesure de base qui permet d'étudier la subjectivité des individus. C'est très difficile d'évaluer. En fait, on pourrait dire que les méthodes quantitatives évaluent les opinions des participants sur des points très, très, très pointus, les énoncés qu'on leur demande. Alors que les valeurs ou les mesures qualitatives évaluent l'ensemble des subjectivités puis la complexité de la subjectivité des individus. Les données dans les mesures qualitatives sont les verbatims, alors soit le verbatim d'une entrevue, soit une réponse écrite. Ça peut être aussi des vidéos. On voit aussi souvent dans Photo Voice. Alors, les données peuvent être des photos. Alors, si on demande aux participants, racontez-moi une histoire avec si on demande aux adolescents, racontez-moi
racontez-moi vos valeurs avec des photos. Alors, prenez des photos de vos valeurs. Alors, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage nécessairement, mais il y a des images et puis il y a des représentations conceptuelles des valeurs à l'intérieur des images. Alors, ça pourrait être très bien des données. Euh, puis souvent, les verbatims, les écrits, les photos, les vidéos sont l'objet des données ou sont l'objet des analyses. Et puis, on peut directement analyser ces données-là, ou on peut aussi, on pourrait les quantifier d'une certaine manière si on voulait, mais on n'a pas nécessairement besoin de les quantifier. C'est pas parce qu'on les quantifie que là, ça devient une mesure ou une étude quantitative. Encore là, c'est pas parce qu'il y a nécessairement des chiffres que c'est quantitatif. Encore là, c'est dans l'optique de est-ce qu'on souhaite comprendre puis d'explorer la complexité du phénomène, ou est-ce qu'on souhaite davantage confirmer ou de limiter nos questions sur une question beaucoup plus pointue. Les types de recherche qualitative, souvent, on va utiliser des recherches qualitatives pour des recherches exploratoires. Alors, c'est un excellent début parce que dans l'optique de réfutabilité, puis les avantages de la science qu'on a vu en début de session, on veut garder notre esprit ouvert pour toutes les options possibles au phénomène. Donc, lorsqu'on comprend mal quelque chose, on veut rester ouvert et puis l'explorer de manière objective, dans le sens que on est ouvert à toutes les options du phénomène. Donc, les recherches exploratoires se portent très bien pour les recherches qualitatives parce que on peut explorer la complexité, on peut explorer comment fonctionne ce phénomène. Puis ça nous permet de voir la diversité puis la variabilité du phénomène dans son état naturel. Encore là, un bon exemple, c'est si on connaît mal ou si on connaît peu les valeurs des adolescents, peut-être une bonne manière de le faire, ce serait de simplement leur poser la question « Quelles sont vos valeurs? » Ça peut être aussi simple que ça. On peut aussi utiliser les recherches qualitatives pour faire de la recherche confirmatoire. C'est-à-dire que si on a une très bonne idée des valeurs des adolescents, on peut aller, encore là, faire des entrevues ou aller mener une recherche qualitative pour voir à quel point est-ce que ces valeurs sont répandues auprès des ados. Alors, on peut, ou peut-être voir est-ce que ça s'applique dans d'autres villages ou dans d'autres villes ou dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Alors, on peut voir à quel point est-ce que notre modèle qu'on a construit pour les valeurs des ados, des 50 ados qu'on a interviewés, est-ce que ça s'applique? Est-ce que ça peut être généralisable ailleurs? Alors, est-ce qu'on peut confirmer ce modèle ailleurs ou pas? C'est ça. Donc, quels sont les types de données ou les techniques de recherche qualitative qui sont communément utilisées? Je dirais que la plus commune est les entrevues. Alors, ce soit des interviews, des interviews avec des participants. L'interview peut prendre soit une nature structurée, alors l'ordre et la formulation des questions sont prédéterminés. C'est vraiment une liste de questions que la personne pose après. Et puis, c'est très structuré. On peut avoir des entrevues semi-structurées où on peut avoir certaines questions qui sont centrales. Alors, il y a des thèmes où il y a des questions essentielles à poser. Et puis, on peut avoir aussi, où l'intervieweuse peut poser des questions pour aller explorer certains thèmes ou pour clarifier certaines réponses. On peut avoir des interviews non structurées ou informelles. Alors, on pourrait se poser la question, raconte-moi ta vie ou raconte-moi tes chapitres de ta vie. Alors, ici, il n'y a pas nécessairement d'ordre prédéterminé. Il y a souvent un thème quand même. On souhaite quand même aborder un thème spécifique. Mais comment on aborde ce thème, puis les questions qu'on utilise pour aborder ce thème sont totalement informelles ou non structurées. Une autre technique de recherche qualitative est le récit de narration,
où on demande aux répondants de raconter des histoires de leur vécu. Alors, on pourrait leur poser la question, comment as-tu vécu tel événement? Quel as-tu vécu ou quand est-ce que tu as vécu certains événements? Ou ça peut être un événement personnel, ou ça peut être un événement public, puis comment as-tu réagi à cet événement public? Alors, c'est une combinaison d'entrevues structurées, dans le sens qu'on souhaite poser une question sur un thème relativement spécifique, mais à l'intérieur de ce thème-là, en fait, ce serait plus semi-structuré. Parce que là, on souhaite évaluer un thème, et puis à l'intérieur de ce thème-là, ben là, la personne est un peu libre à raconter la manière, puis comment elle veut décrire son vécu. Une autre manière ou une autre technique, c'est on utilise l'histoire de vie, où on demande aux participants de séparer leur vécu en chapitres. Alors, par exemple, leur chapitre d'enfance, chapitre d'adolescence, jeunes adultes, et puis adultes. Alors, ça permet de structurer les vécus et ou les expériences des individus selon certaines périodes de vie, par exemple. Si on souhaite évaluer la progression de leur vécu à travers leur vie. Ou ça pourrait être au début de l'année scolaire, au milieu de l'année scolaire, et puis au début du bac, au milieu du bac, puis à la fin du bac. Vous comprenez qu'on prend quelque chose de relativement chronologique et puis on le sépare en chapitres pour évaluer, pour s'intéresser à comment les chapitres sont semblables ou comment la progression du phénomène passe à travers du vécu, à travers des chapitres. Une dernière qui est relativement peu utilisée, c'est la correspondante écrite. Alors, c'est essentiellement, c'est essentiellement des lettres ou des emails que les personnes peuvent s'échanger. Et puis, c'est ça. Alors, moi, je pose une question, vous répondez à la question, je vous pose la prochaine question, vous répondez par écrit. Alors, c'est essentiellement une genre de formulation structurée, si pas non structurée, ou semi-structurée, mais faite par écrit. Les entrevues peuvent être faites soit individuellement, alors c'est souvent la formule, c'est la formule la plus populaire, dans le sens qu'on fait des interviews un à un, et les entrevues peuvent être faites en groupe. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que le groupe de discussion, ou les focus groups, ne sont pas plusieurs entrevues individuelles. Le groupe de discussion est une entrevue avec plusieurs personnes, parce que le phénomène social, le phénomène, la complexité puis les relations sociales à l'intérieur du groupe deviennent souvent un peu l'objet de compréhension. Alors, le groupe, essentiellement, devient ce qu'on pourrait dire le répondant ou l'ensemble du répondant. Et puis, la raison pour laquelle on fait les entrevues par groupe ou les groupes de discussion est assez différente de la raison pour laquelle on fait une entrevue individuelle. Individuelle, c'est pour aller voir les anecdotes, le vécu spécifique, individuel, individuel de la personne. Est-ce que le groupe de discussion, c'est plutôt souvent un consensus parce qu'il y a toujours une personne qui va parler plus, il y a toujours une personne qui va être très silencieuse. Il peut avoir de la discordance au sein du groupe, il peut ne pas avoir de discordance, il y a de la pression sociale, il y a de l'influence sociale. Alors, ce groupe de discussion ne devient pas la représentation des individus individuels de chaque individu, mais vraiment devient un peu une représentation de quand je mets 6 personnes ensemble, puis je leur pose ces questions, voici ce que j'ai comme données. Alors, on ne fait pas des groupes de discussion pour augmenter notre N, pour augmenter le nombre d'entrevues. Ou de nombre de participants, je veux dire. On fait des groupes de discussion pour des raisons différentes qu'on fait des entrevues individuelles. Les entrevues sont vraiment, comme j'ai mentionné, l'outil le plus communément utilisé ou très souvent utilisé en recherche qualitative. Et puis, une chose qui est très importante à considérer ou à comprendre, c'est que Newman, en 91, a identifié ou clairement identifié 6 catégories de biais en lien avec les entrevues. D'abord, il y a l'erreur du répondant, c'est-à-dire que si je vous pose la question comment s'est passé votre début de session,
Vous allez avoir des oublis. Il y a peut-être des choses qui se sont passées, puis par ce temps-ci, vous avez oublié. Peut-être que vous comprenez mal un peu ma question, ou vous interprétez ma question différemment ou peut-être que c'est pas des mensonges, mais que vous exagérez certaines choses. Alors, il y a l'erreur du répondant. Est-ce que notre mémoire n'est pas un disque compact? En fait, un disque compact, un fichier numérique où ce qu'on peut retracer, puis on peut retourner à n'importe quelle seconde pour rejouer. Notre mémoire est fluide, notre mémoire est dynamique, on se rappelle de certaines choses, puis notre mémoire évolue avec le temps. Donc, c'est une erreur normale, humaine. Il y a des erreurs non intentionnelles de l'intervieweur. Alors, par exemple, si moi, qu'intervieweur, j'oublie une question, j'ai sauté par pur oubli une question dans soit le structuré ou une semi-structurée. Si je n'ai pas d'enregistreur audio et puis je prends des notes, ben, peut-être que je peux mal interpréter ou mal enregistrer l'information. Il y a des erreurs intentionnelles de l'intervieweur. On a parlé au tout début du cours comment il y a ce biais de confirmation. Et puis, moi, je peux encore là, soit volontairement oublier de poser une question, puisque je pense qu'en posant cette question-là, je ne vais pas confirmer ma préconception, ou peut-être que je vais reformuler la question de manière à ce que la personne me donne une réponse qui est en lien ou qui s'arrime plus à ma compréhension des choses. Alors, c'est clair que là, on dit, ben ouais, c'est de la fraude, puis oui, on baigne plus vers le manque d'objectivité, mais on est tous humains. On pose tous des questions. La relation intervieweur-répondant, ça dépend. Et puis, les choses sont comme ça. Puis, c'est une source de biais par rapport à l'intervieweur ou par rapport au biais d'entrevue. Il y a les influences de l'intervieweur. Alors, excuse-moi. Alors moi, mon apparence, ma voix, mon ton de voix, mes réactions aux répondants, comment moi je me comporte par rapport aux répondants peut influencer les réponses. Si moi je suis relativement agressif et puis je suis toujours en train de foncer les sourcils, en train de quasiment donner l'impression que je critique chaque réponse, mais là, c'est clair que la personne, le répondant, va se sentir peut-être un peu plus mal à l'aise et puis il va peut-être moins être honnête, puis il ne va pas partager les informations que je souhaite qu'il partage. Le biais pour les entrevues, c'est les influences des attentes de l'intervieweur. Alors, encore là, c'est en lien avec le biais de confirmation. Parce que si moi, je m'attends à quelque chose et puis la personne, le répondant, répond différemment, ben là, moi, je peux avoir une réaction. Puis là, on rentre dans cette dynamique où ce que la personne va soit se sentir mal à l'aise ou va dire « Ah, mais peut-être que j'ai mal répondu » ou pourquoi est-ce que la personne réagit comme ça. Alors, moi, j'ai des attentes comme intervieweur et puis je peux influencer en exprimant mes attentes involontairement, je peux influencer les réponses du répondant. Et puis finalement, il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais usage de l'exploration. Donc, disons qu'on s'intéresse dans les entrevues semi-structurées. Ça se peut que moi, je commence une ligne de discussion, une ligne de questionnement qui est liée à quelque chose qui n'a aucunement rapport. Et puis, je rentre dans un autre thème qui n'est pas en lien avec le thème de recherche. Et puis, l'exploration dans ce thème-là, disons, c'est une mauvaise exploration puisque en faisant l'exploration d'un thème tangentiel, bien là, je rajoute à l'entrevue tout ce thème qui n'est pas en lien avec le but de recherche. Donc, il faut être très... il faut faire très attention à comment on utilise les questions de clarification pour que, justement, il demeure le plus possible proche du thème ou de l'objectif de recherche. Donc, je vais vous faire réaliser que des 6 biais, 5 sont dus à l'intervieweur. Alors, c'est seulement le premier biais qui est en lien avec le répondant, la répondante. Les 5 autres sont liés à la personne qui pose les questions, la personne qui conduit l'entrevue.
Donc, l'aspect le plus important dans l'entrevue, c'est la personne qui fait l'entrevue. C'est l'intervieweur, l'intervieweuse. Cette personne euh, peut influencer de manière significative le déroulement de l'entrevue, de la collecte de données. Elle peut influencer quelles données sont recueillies, l'honnêteté ou l'authenticité des données. En fait, on voit que le simple fait d'avoir ce biais de confirmation dans la tête de l'intervieweur, c'est la chose contre laquelle on essaye de battre ou de combattre le plus possible. Alors, on veut rester vraiment le plus objectif possible dans l'entrevue, tout en soyant présent, puis tout en soyant humain, puis tout en s'engageant dans une entrevue ou dans une discussion normale. Donc, la qualité des données recueillies est directement liée aux compétences de de l'intervieweur. Alors, l'intervieweur, essentiellement, doit développer, doit pratiquer, doit s'autocritiquer par rapport à ses compétences. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste dire, ah, mais regarde, voici la liste de questions, je vais entamer une discussion avec 20 personnes ou avec 15 personnes. Je vais aller recueillir des données qualitatives ou des réponses qualitatives. On doit pratiquer notre apparence, on doit pratiquer notre ton de voix, on doit pratiquer comment on pose des questions, puis l'exploration des questions qui sont de clarification. On doit prendre essentiellement en compte les 5 biais pendant qu'on est en train de mener l'entrevue. Tout en étant présent, tout en écoutant le participant ou le répondant. Donc, vous voyez comment est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête de l'intervieweur. Et puis, ça prend la pratique. Et puis, c'est beaucoup plus difficile que de simplement donner un questionnaire à 10 items qui est déjà préfabriqué puis qui est déjà fait. Alors, l'utilisation des mesures qualitatives est significativement plus difficile et prend beaucoup plus d'entraînement et de pratique que la simple administration des questionnaires quantitatifs. Il y a d'autres techniques de recherche qualitative qui sont beaucoup moins populaires, surtout en psychologie, disons. Alors, il y a les documents d'archives, il y a les documents historiques. C'est clair qu'en psycho, il y en a qui le font, mais c'est rare. Il y a l'observation participante. Encore là, ça existe. Par exemple, il y a Rosenhan puis des assistantes qui se sont fait admettre à un établissement psychiatrique et puis ils sont devenus des patientes pendant je pense que c'était pendant 2 semaines, pour faire l'observation participante de l'établissement psychiatrique. Alors, ça fait pour des belles histoires, ça fait pour quelque chose d'intéressant, mais c'est relativement rare comme technique d'analyse ou d'étude en psychologie de nos jours. Bon, alors une fois qu'on a mené nos entrevues, une fois qu'on a nos verbatims, alors il faut prendre l'enregistrement audio, il faut le transcrire en document Word ou en document avec des mots. On a nos données. Alors là, une fois qu'on a les verbatims, qu'est-ce qu'on fait avec ces verbatims? Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Il y a plusieurs différentes stratégies encore. Encore là, ça dépend de ce qu'on souhaite faire, puis ça dépend de notre but. Alors, les grandes types d'analyse sont les suivantes. L'analyse par théorisation ancrée. En anglais, on appelle ça grounded theory. C'est aussi connu sous le nom de l'analyse de contenu. Il y a l'analyse narrative. Il y a l'analyse de discours. Alors, disons que c'est les trois communes. Il y a plusieurs différents types, il y a différentes variantes des différents types, mais pour vous donner une impression de quels seraient les types que vous risquez d'utiliser dans votre thèse d'honneur et votre doctorat, il y a de bonnes chances que vous allez au moins avoir une composante de ce type d'analyse. Chaque technique répond à un objectif de recherche différent. Alors, on va voir justement, par exemple, dans l'analyse de théorisation ancrée, ça a été développé par des sociologues, je crois, Glasser puis Strauss, où on utilise une méthode systématique pour mettre l'accent sur la formulation des données la formulation des théories à partir de données. C'est-à-dire que c'est vraiment, on laisse les données parler pour eux-mêmes. Alors, grounded theory, comme le nom l'indique, c'est que c'est un peu comme des théories grassroots. Alors, on écoute les données, on entend les données avec un esprit ouvert,
On n'est pas là à confirmer, on est vraiment, la perspective est très, très, très ouverte et puis très, 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 disons, très, on est volontiers, on cherche à voir ce qui émane des données. Alors, c'est une approche qui est inductive et puis on ne cherche rien dans les données. Souvent même que la théorie ou les recherches qui utilisent cette technique-là n'ont même pas d'hypothèse. Alors, ils ont un objectif. On souhaite mieux comprendre les valeurs des adolescents, mais on n'a aucune hypothèse par rapport à quelles seraient ces valeurs-là. Ça se peut que les chercheurs ont des opinions personnelles, mais ils émanent aucune prédiction. Ils disent pas qu'il y a 10 valeurs d'adolescentes ou je crois que parmi les valeurs les plus importantes sont X, Y, Z. Alors, dans la théorisation ancrée, vous allez rarement, si pas jamais, voir d'hypothèse. Pourquoi? Parce que on cherche à répondre à la question, puis on laisse les données répondre à la question pour nous, entre guillemets. La méthodologie consiste, en gros, on ne va pas rentrer dans chaque détail et puis dans toutes les nuances des différents détails, mais en gros, on commence avec un codage ouvert où c'est la partie de l'analyse où on identifie, on classifie et puis on décrit les phénomènes qui sont dans le texte. Alors, on dit, ah, regarde, il semble avoir ces différents types de valeurs. Il y a des valeurs sociales, il y a des valeurs personnelles et puis il y a des valeurs sociétales, par exemple, si on revient à cette idée des valeurs des adolescents. Alors là, on peut catégoriser ces différentes idées, ces différentes valeurs selon des catégories de valeurs. Alors, souvent, ce qu'on va faire avec les codages ouverts, c'est qu'on va lire toutes ou on va écouter toutes les verbatims ou toutes les entrevues pour se donner une idée de l'ampleur et puis de la diversité de tout. C'est un big picture. Après ça, on peut soit faire une comparaison entre les sujets et les catégories pour voir est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce qu'il y a des différences entre... alors, on pourrait peut-être identifier les valeurs qui sont les plus communes à travers de toutes nos entrevues ou peut-être celles qui sont les plus différentes. On peut aussi ensuite effectuer un codage spécifique. Alors, disons qu'on a, par exemple, des catégories, 3 paniers de valeurs. Bien là, on peut retourner dans les entrevues pour aller chercher ou pour aller voir les nuances des valeurs sociétales ou des valeurs personnelles ou des valeurs sociales. Donc, encore là, ce n'est pas toutes les recherches, théorisation ancrée qui vont utiliser ces différents types, mais ça fait partie des techniques très communes lorsqu'on souhaite comprendre l'histoire que nos données nous racontent. Ici, une composante qui est assez importante dans la théorisation ancrée, c'est on cherche mener des entrevues jusqu'à temps qu'on arrive à ce qu'on appelle la saturation théorique. C'est-à-dire qu'on mène les entrevues jusqu'à la nouvelle entrevue qu'on va mener nous raconte rien de nouveau par rapport à toutes les autres entrevues. Alors, si, par exemple, je mène 20 entrevues sur les valeurs des adolescents, et puis je vois que ces 20 entrevues ajoutent au corpus des différentes valeurs, et puis ces valeurs peuvent être séparées en 3 paniers ou 3 catégories de valeurs. Alors, la 21e personne, toute information que cette 21e personne peut être catégorisée ou peut faire fit ou répète les choses que j'ai déjà entendues, bien là, on rentre dans la saturation. C'est-à-dire qu'on a établi, on a probablement découvert tous les différents types de valeurs. C'est-à-dire que je peux découvrir ou je peux comprendre les valeurs des adolescents avec 20 entrevues, et puis peut-être que j'en ai pas besoin de 150. Pourquoi? Bien parce que la 21e personne jusqu'à la 150e personne, si elle me répète toutes les mêmes choses que j'ai déjà eues dans la 20e personne, bien, ces autres personnes de plus, c'est beaucoup plus de travail, c'est du temps perdu, puis j'en apprends rien de plus. Donc, c'est pour ça que la théorisation ancrée est une méthodologie rigoureuse, parce qu'on cherche toujours à arriver à cette saturation théorique pour s'assurer que, objectivement, j'en apprends rien de plus en ajoutant plus de personnes.
Ce qui est quand même assez lourd comme processus. Et puis, tu sais, je veux dire, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de temps de continuer à explorer, continuer. Le deuxième type d'analyse, un peu moins commun, c'est l'analyse du discours. Alors, l'analyse du discours étudie le contexte dans lequel le phénomène, soit écrit ou oral, se passe. Alors, on peut soit aller voir les médias, on peut aller voir les discours populaires, on peut aller voir les idéologies qui flottent dans la société. Alors, c'est un peu comme... j'étudie un phénomène qui est la valeur des ados, et puis je vais étudier tout le Instagram, tout le Facebook autour, tout le contexte des médias sociaux qui entourent les valeurs des ados pour voir, mais en quoi est-ce que les valeurs des ados sont en lien avec le contexte du partage ou le contexte dans lequel les ados vivent leurs valeurs. Et puis, c'est beaucoup plus une approche socio-linguistique. Alors, on regarde, les données peuvent être des données publiques, dans le sens que ça peut être des données sur le type de discours qui se passe autour, les informations dans les médias ou les phénomènes naturels qui se passent. Alors, par exemple, un bon exemple de l'analyse du discours, ce serait, ben regarde, ce qui se passe maintenant se passe dans un contexte de la COVID. Alors là, on regarde comment est-ce que le contexte de la COVID, où on essaie de comprendre comment est-ce que le contexte de la COVID influence ce phénomène X, qui est les valeurs des adolescents. Un autre type d'analyse, c'est l'analyse narrative. Et puis, ce sur quoi on s'intéresse, c'est davantage comment le récit est raconté. Alors, vous allez voir que quand on pose une question aux personnes, certaines personnes, rares sont les personnes qui vont nous donner du début à la fin, dans un ordre chronologique. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir comme des flash forward, des flashbacks, ils vont revenir au présent. C'est un peu comme une construction dynamique de l'événement. Et puis, c'est ça. C'est un peu souvent comment certaines personnes le décrivent. Et puis, certaines personnes s'intéressent à comment les individus racontent leur récit. Par exemple, si on s'intéresse à un événement X, comment avez-vous vécu la session d'automne 2020 pendant la COVID? Il y a certains d'entre vous qui vont raconter du début de septembre jusqu'à décembre. Il y en a d'autres qui vont aller, ben regarde, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les difficultés, il y a les avantages. Alors, juste le fait qu'il y ait des différences entre les personnes, c'est ce qu'on appelle l'analyse de discours. Alors, c'est moins le contenu qui nous intéresse, mais c'est la manière ou comment le contenu est livré ou comment les personnes ont construit ce phénomène ou cette histoire pour nous raconter. Alors, on regarde non seulement au comment, mais puis à la forme de l'histoire, un peu de comment, la forme la forme et le fond de l'histoire. Alors, ça termine notre section sur les mesures qualitatives. Je veux vraiment revenir sur le point où ce que vous êtes la nouvelle génération des chercheurs et chercheuses. Et puis, on doit volontairement éliminer cette dichotomie entre le quantitatif et le qualitatif. Tout bon chercheur fait des multi-methods, des mesures mixtes, où il y a une composante quantitative pour confirmer certaines idées et une composante qualitative pour explorer puis pour vraiment comprendre le fond des idées. Alors, je sais que on a tous une préférence. On a une préférence. Mais je veux que vous réalisez, puis je veux que vous soyez conscient du fait que pour mener de la recherche rigoureuse, vous avez tout avantage à bien comprendre les différents types d'outils pour être capable de mieux utiliser l'outil approprié pour les objectifs que vous allez avoir dans votre thèse d'honneur, votre doctorat et puis le prix Nobel que vous allez gagner. Alors sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye!